qu'est-ce qui se passe au Togo? Dans le silence complice de la communauté occidentale ou régionale, qui sont pourtant bruyantes quand il s'agit des pays sahéliens, des députés dont le mandat régulier a expiré depuis janvier 2024 se sont amusés à changer la constitution dans le dos du peuple souverain, sans lui permettre d'en prendre connaissance ou d'en débattre. Comment cela est-il possible? Eh bien, tout simplement parce que c'est prévu dans la loi. Ça fait mal, n'est-ce pas? Il va falloir qu'on se dise 2 ou 3 choses, les yeux dans les yeux. La dernière fois que la constitution togolaise a été soumise à un référendum populaire, c'était en 1992, lorsqu'avec un taux de participation de 74,24%, le corps électoral avait adopté le texte proposé par un oui massif de 98,11%. Et dans ce texte, il était prévu à l'article 144 que la Constitution peut être révisée soit par voie parlementaire, soit par voie référendaire. La Constitution a par la suite été changée 4 fois par voie parlementaire, en 2002, en 2007, en 2019 et donc la dernière modification qui vient juste d'avoir lieu vendredi. Vous admettrez avec moi que c'est difficile d'accepter d'avoir des textes qui sont volontairement, foncièrement mal écrits et se plaindre quand ces textes sont utilisés. Et je ne parle pas seulement du Togo, c'est le cas pour la plupart des pays d'Afrique dite francophone. En 2002, le Sénat a été créé. La limitation des mandats du président de la République a sauté, ainsi que le mode de scrutin à 2 tours qui a été réduit à 1 tour. Ainsi donc, depuis 22 ans, le peuple se coltine un parlement de 2 chambres, dont aucune, je dis bien aucune, ne le représente. Car il faut que ce soit clair pour tout un chacun. Les députés représentent la nation, qui est une fiction, une vaste escroquerie, grâce à laquelle on a pu voler sa révolution au peuple de France en 1789. Je le répète pour ceux qui entendent mal ou qui comprennent lentement. Le peuple, ce n'est pas la nation, et la nation, ce n'est pas le peuple. C'est votre leçon gratuite de vocabulaire du jour. On dit que le député est un élu du peuple, et pourtant, ce n'est pas le peuple qu'il va représenter dans l'hémicycle, mais c'est plutôt la nation. D'ailleurs, si l'hémicycle était la représentation du peuple, ça s'appellerait l'Assemblée populaire et non pas l'Assemblée nationale. Quant aux sénateurs qui sont supposés représenter les collectivités territoriales, c'est une grosse blague dans un État qui n'a pas la forme fédérale et dont la gestion est aussi centralisée que le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc. Un tiers d'entre eux est nommé par le président de la République. Lui là, sa collectivité territoriale, c'est sa famille. D'ailleurs, s'il y a une seule chose de positive qu'on doit retenir des 12 ans de Macky Sall à la tête du Sénégal, c'est la suppression du Sénat quasi immédiatement après son accession au pouvoir. Depuis 32 ans, vous avez accepté que des gens qui ne vous représentent pas puissent changer la Constitution, qui est l'incarnation de votre souveraineté en tant que peuple, sans vous consulter. Mais une fois que vous avez accepté ça, voilà, pourquoi vous plaindre quand cette disposition est appliquée? Je me souviens que lorsque j'étais encore en Côte d'Ivoire avec le professeur Mamadou Koulibaly et nos camarades, nous avions battu campagne contre la modification constitutionnelle de 2016 qui portait en son sein la création d'un Sénat et la disposition permettant la modification de la Constitution par le Parlement sans obligation de passer par un référendum populaire. On nous avait gazés, arrêtés, frappés. Il y avait eu des blessés graves. Mais au lieu d'être avec nous, les gens se sont moqués de nous ou nous ont même combattus. Pendant que nous, on se prenait les coups de matraque et les grenades lacrymogènes dans la figure, le PDCI et les gens comme Guillaume Soro, tout cela faisait campagne pour le oui. Il y avait aussi des millions de personnes qui sont restées chez eux, genre, ça ne les concerne pas. Mais ces gens-là ne peuvent pas se plaindre quand 3 ou 4 ans plus tard, Ouattara change la Constitution pour faire un 3e ou un 4e mandat. Comme on fait son lit là, c'est comme ça qu'on se couche. Faure Gnassingbé sait que même s'il pourrait sans trop de problèmes truquer les résultats pour s'octroyer une nouvelle victoire à l'élection présidentielle prochaine,
Le rejet au sein de la population, mais surtout à l'international, sera conséquent. Alors, avec l'aide de ses copains néo-pseudo-panafricanistes qui lui murmurent des conseils nuisibles dans l'oreille, il a trouvé une solution. Il va rester au pouvoir sans organiser d'élection présidentielle et sans être élu par qui que ce soit. Pas mal, hein? Une entourloupe qui mérite une place d'honneur dans le livre Guinness des records. Avec sa nouvelle constitution, Faure Gnassingbé dépouille la fonction présidentielle de tous ses pouvoirs. Tous les pouvoirs que lui, Faure, a eu pendant 19 ans. Et avant lui, son père Gnassingbé Eyadema a eu pendant 37 ans. Il les enlève au prochain président de la République qui sera élu par les parlementaires pour les octroyer au Premier ministre dont on change le titre en président du Conseil pour faire genre on a trop innové, qui lui ne sera élu par personne. Et voilà, le tour est joué. Le 29 avril, les élections législatives auront lieu sous l'égide d'une constitution, à l'issue desquelles les députés qui seront à 95% des soutiens ou de la famille de Faure, une fois qu'ils siégeront au Parlement, vont, sous l'égide d'une autre constitution, élire quelqu'un, un Tartampion sans aucune importance, comme président de la République, alors que Faure Gnassingbé, en tant que patron du parti détenant la majorité à l'Assemblée nationale, deviendra, sans être élu ni directement ni indirectement, le président du Conseil, c'est-à-dire le vrai patron du pays. C'est d'ailleurs lui-même qui va proposer aux parlementaires le nom de la personne qu'ils vont élire sans débat comme président de la République. Le monde à l'envers. Avec la nouvelle constitution, le président de la République du Togo pourra seulement recevoir les lettres de créance des ambassadeurs étrangers, signer les accréditations des ambassadeurs togolais nommés par le Conseil des ministres, pas par lui, hein, accorder la grâce aux prisonniers et 2 fois par an, s'il est gentil, il a le droit d'être informé par le Premier ministre / président du Conseil de ce qui se passe dans le pays, mais c'est le Premier ministre qui fixe l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'un pot de fleurs a plus d'utilité que le président de la République du Togo, dont on n'a même pas besoin de connaître ou de retenir le nom. Tout le reste là, c'est le Premier ministre alias président du Conseil alias Faure Gnassingbé qui décide. Alors, je pourrais vous dire que c'est totalement illégal au regard du protocole d'accord sur la bonne gouvernance de la CEDEAO, qui interdit de changer les règles du jeu électoral 6 mois avant une élection. Là, les règles ont été changées 10 jours avant l'élection. Mais bon, vous savez que je n'en ai rien à fiche de la CEDEAO, que je considère que c'est un rassemblement de malfaiteurs qui n'est au service que de la France et du syndicat de chefs d'État qui y siègent. Donc, leur silence à ce sujet ne m'émeut pas ni ne me surprend. C'est juste la millionième preuve de leur duplicité, de leur hypocrisie, de leur inutilité. Je voudrais juste m'adresser au peuple togolais. Pendant 32 ans, depuis 1992, vous aviez une disposition dans votre constitution qui vous permettait d'organiser un référendum d'initiative populaire en rassemblant 500 000 signatures réparties dans la moitié des préfectures du pays. Pas une fois, je répète, pas une fois, vous n'avez fait usage de cette disposition qui vous donnait pourtant l'effectivité de l'exercice de la souveraineté populaire. Mais ce n'est même pas le peuple qui est le plus à blâmer, même s'il a indéniablement sa part de responsabilité. C'est la classe politique togolaise et particulièrement l'opposition. Pendant les 19 ans de Faure là, quelles ont été les alternatives qui ont été proposées dans le champ politique? Est-ce qu'il y a un seul opposant qui s'est présenté devant le peuple et qui a proposé de réformer le système en toilettant la Constitution et les lois, comme je vous le dis dans cette chronique? Je vous demande un seul. Vous prenez les gens du pouvoir, vous prenez les gens de l'opposition, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils veulent un changement de régime, mais en restant dans le même système.
Ils veulent s'asseoir dans le fauteuil pour être calife à la place du calife, mais pas pour rendre sa souveraineté au peuple dans la gestion et le contrôle des affaires de l'État. Pas pour sortir du franc CFA, pas pour se débarrasser des mécanismes de l'aide publique au développement ou de la dette, ou de la présence des bases militaires étrangères en Afrique. Et c'est pareil au Cameroun, au Tchad, en Côte d'Ivoire, depuis que Mamadou Coulibaly s'est mis en retrait de la vie politique. Si vous continuez de vous laisser berner et de vous déchirer pour des gens qui viennent vous voir, pour vous dire « Wow, il faut voter pour moi, je suis l'élu du Saint-Esprit. Wow, il faut voter pour moi, je suis issu de l'école de Poitiers. Wow, il faut voter pour moi parce que je suis le candidat de l'Élysée. Wow, il faut voter pour moi parce que je suis de votre tribu ou de votre région. » Ça va changer quoi dans vos vies par rapport à Faure ou à son père? Si les hommes politiques togolais ne sont pas capables de se mettre ensemble, non pas pour décider qui sera candidat, mais pour rédiger le texte d'une nouvelle constitution, puis d'aller chacun dans ses fiefs pour la présenter aux populations, en expliquer le bien fondé, en démontrer l'impact positif sur leur vie et le contrôle qu'elle leur donnera sur l'exécutif, alors peut-être que c'est la société civile qui doit monter au créneau pour le faire. Et j'aimerais saluer ici ma petite sœur Farida Bemba Nabourema qui se bat depuis des années pour essayer de structurer, de former des mouvements citoyens qui vont pouvoir changer le devenir du pays, organiser des manifestations et tenir haut le pavé de la protestation et de la proposition. Dans la nouvelle version de la Constitution, le principe du référendum d'initiative populaire est maintenu. Mais les voyous de députés ont pris soin de faire sauter le mécanisme qui était jusqu'ici constitutionnalisé. À partir de maintenant, ce sera donc plus difficile d'organiser le référendum d'initiative populaire car il suffit qu'aucune loi ne soit adoptée et promulguée en ce sens pour que cette disposition constitutionnelle soit inapplicable, ce qui n'était pas le cas jusqu'à vendredi. Contrairement au bobard qu'on vous raconte, une constitution ne doit pas juste fixer les grandes lignes et puis la loi va ensuite préciser. C'est ça qui cause notre perte. Pour nous arranger en tant que peuple souverain, une constitution doit être détaillée. Elle doit ne laisser que très peu de marge à l'interprétation, être débarrassée de toutes les entourloupes auto-immunes et fixer des objectifs explicites à l'exécutif. On ne peut pas arriver au progrès et à la prospérité quand des textes légaux consacrent l'illégitimité et l'injustice. Depuis sa pseudo-indépendance en 1960, il y a eu 10 élections présidentielles organisées au Togo dont aucune ne peut être définie comme le calcul transparent et inclusif du consentement collectif populaire. La dernière manœuvre d'un parlement à la solde de Faure pour retirer au peuple la possibilité de désigner directement le chef de l'exécutif n'est donc qu'un énième déni électoral. Rien de nouveau sous le soleil. Mon point de vue est clair, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo qui s'affiche à l'écran. Peu importe qu'une personne arrive au pouvoir par les urnes, par un coup d'État ou que ce soit une monarchie. Traditionnellement, nos chefs ne sont pas élus. Peu importe donc la façon dont quelqu'un arrive au pouvoir, peu importe même la durée que la personne passe au pouvoir. Ce qui importe, c'est la qualité de la décision qu'elle prend pendant qu'elle est au pouvoir. Est-ce que le niveau de vie du peuple togolais s'est amélioré pendant son mandat? Est-ce que la vendeuse de tomates au marché peut sereinement inscrire tous ses enfants à l'école, aller se soigner dans des hôpitaux de bonne qualité quand elle est malade, sans stresser pour savoir comment elle va payer l'hospitalisation ou les médicaments? Est-ce que les populations se sont enrichies? Est-ce que les gens ont du travail? Est-ce que les gens peuvent manger 3 fois par jour, vivre décemment de leur travail? Si une personne fait ça, elle peut rester au pouvoir 100 ans, sans problème. Mais si elle ne fait pas ça, même un mandat, c'est trop long. Et il faut pouvoir la dégager vite fait. La conquête de la liberté n'est pas une partie de plaisir. C'est une lutte qui fait couler du sang, de la sueur et des larmes et qui nécessite du courage, de l'endurance et de l'union. Pour
conquérir notre souveraineté et notre autodétermination qui mèneront à notre prospérité, ainsi que notre place à la table de décision du nouveau monde multipolaire en cours de création, nos pays ont besoin de peuples éveillés, exigeants et engagés, d'hommes ou de femmes politiques panafricains, audacieux, intègres et adeptes de rupture, et d'armées vaillantes, patriotes et qui prennent leurs responsabilités envers le peuple. Très rares sont les pays qui ont les trois éléments. Certains n'en ont que un ou deux, d'autres n'en ont aucun. J'espère qu'au Togo, nous assisterons à l'émergence d'un peuple éveillé, courageux, exigeant, uni et engagé, qui ne se trompe pas de combat. Sinon, il ne restera plus aux Togolais qu'à faire comme les Camerounais, c'est-à-dire à attendre pendant plus de 40 ans que Dieu vienne voter pour eux. Mes chaînes sont censurées et shadowbannées, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mais aussi mettez un pouce debout, partagez massivement le lien de la vidéo avec vos contacts et sur vos réseaux sociaux, commentez en dessous pour contrecarrer l'algorithme de Facebook et YouTube qui veut nous invisibiliser.